Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Egid Nahayo. Merci d'écouter la radio de culture et bienvenue à cette rétro. C'est lundi de cette semaine, 15 septembre, qu'a eu lieu la rentrée scolaire 2025-2026, une année qui a débuté avec plusieurs défis, malgré l'engagement du gouvernement de trouver solution à certains de ces défis. C'est également des protestations mardi de cette semaine des résidents du nouveau quartier d'Omouyang, en commune Nangwa de la province de Bujumbura, contre la liste définitive des élus collinaires. Plus de 1000 cas de choléra ont été signalés depuis le début de l'année en cours jusqu'à mi-septembre, tel que présenté par le ministère de la Santé publique. Vendredi de cette semaine également, nous avons parlé au cours de cette semaine des plaintes des conducteurs taxi-moto de la province de Butanyerera contre le retard dans l'acquisition des permis biométriques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rentrée scolaire 2025-2026, lundi de cette semaine pour l'enseignement fondamental et post-fondamental à travers toute l'étendue du territoire. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Bondi, qui était toujours ce secteur, le président de la FENASEB, Antoine Manouma, a parlé notamment de l'insuffisance du personnel enseignant, celle des salles de classe. Parmi tant d'autres défis, on écoute Antoine Manouma. Malgré cette rentrée scolaire, le secteur de l'enseignement et de l'éducation est confronté à divers défis qui nécessitent des solutions adéquates pour le bon déroulement des enseignements. Il s'agit, même si le ministère de l'Éducation a entrepris le processus de recrutement de nouveaux enseignants, les besoins en enseignants resteront énormes. Près de 2300 qui seront embauchés et plus de 10 000 les écoles ont besoin de est grand. Les cas de désertion et de départ en retraite compliquent la situation. Le gouvernement a pris l'engagement de doter aux écoles des bancs pupitres en nombre suffisant pour que tous les enfants soient bien assis. Il serait louable si un tel objectif est atteint. Mais nous doutons que le pléthore des apprenants dans certaines classes risque d'être un obstacle au respect des engagements d'exiguïté de l'espace et risque de limiter le placement des bancs pupitres dont les apprenants ont besoin au moment où ils doivent occuper un banc pupitre A2 pour être bien assis. Un autre obstacle à la mise en œuvre de cet objectif, zéro enfant mal assis, c'est l'insuffisance des supports pédagogiques comme les livres. Lorsqu'un livre est exploité par plusieurs élèves, ils doivent s'attrouper et les conditions d'apprentissage deviennent inconfortables. Nous ne sommes pas exhaustifs sur les défis rencontrés dans le secteur de l'éducation. L'essentiel est que le gouvernement soit disposé à trouver des remèdes dans l'intérêt de la jeunesse et de la nation. Parlant toujours des défis avec lesquels a débuté cette année scolaire, c'est à l'école fondamentale de Gasenyi, 6 ans commune Nangwa de la province de Bujumbura, qui fait face aux effectifs pléthoriques des élèves. Nos reporters déployés sur place ont constaté mardi de cette semaine des élèves assis par terre et d'autres qui s'assoient à plus de 2 par banc pupitre. Alessandra Izeye s'est rendue à cette école. Il est 9h du matin à l'école fondamentale Gasenyi, située dans la commune Nangwa, province de Bujumbura. Sur place, nous trouvons des enfants en uniforme scolaire se croisant dans la cour. Certains étaient déjà en classe, assis à 3 ou à 5 sur un même banc pupitre ou à même le sol. Certains écrivent dans leur cahier pendant que d'autres jouent au fond du fruit. Devant le bureau du directeur, nous trouvons des parents et des élèves non encore inscrits, alignés en file. Certains cherchent encore une place, tandis que d'autres n'ont pas trouvé leur nom sur les listes déjà affichées. Le directeur recevant l'un après l'autre. Certains parents avec qui nous sommes entretenus ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions d'apprentissage de leurs enfants. Comme ils sont nombreux, ils ne suivent pas bien les cours. C'est difficile d'enseigner certains étant par terre et d'autres sur les bancs. Ils craignent aussi que cette situation favorise la propagation de maladies dues au manque d'hygiène. Ils viennent de toilettes portant les souliers, puis ils y posent les pieds, puis s'y asseoir. Ils peuvent attraper des maladies domestiques. Ces parents demandent la construction d'autres écoles dans les environs afin de désengorger celles-ci qui accueillent trop d'élèves. Leur demande est soutenue
soutenu par la direction de l'établissement. Le directeur Juvenal Habyarimana confirme que l'effectif des élèves augmente chaque année car il n'y a pas d'autres écoles publiques dans cette localité. Il estime que la solution durable serait de construire d'autres écoles. C'est le même cas que celui de l'année passée, mais ça peut dépasser le cas de l'année passée. La solution durable est d'avoir des écoles qui vont nous aider dans le quartier de Gahahe et Gatumba. Si ce moyen ne se fait pas, nous demandons à notre ministère et aux partenaires de nous aider pour que nous aurions une école en étage, pour avoir beaucoup de salles de classe et accueillir beaucoup d'élèves sans difficulté. L'école fondamentale Gasseng 1 accueille des enfants provenant de 6 collines environnantes. Elle compte 13 salles de classe, chacune pouvant contenir entre 25 et 30 bancs pupitres. Ce lundi, l'école avait déjà accueilli 2370 élèves en chiffre provisoire car l'enregistrement se poursuivait encore ce mardi. Et parlant toujours des défis au niveau de l'éducation, c'est l'école Efata qui accueille des élèves sourds-muets situés dans la zone d'Omaranvia qui fait face au problème de manque d'enseignants, ce qui oblige certains enseignants à assurer plusieurs matières pendant de longues heures, ce qui les expose aux maladies liées à la fatigue. On fait le point avec Claire Yakahundi. Après avoir mélangé par les services, à 12h45, à l'école Efata, province de Bujumbura, Révérien Bizimana donne encore cours de biologie à la 9e année de l'enseignement fondamental. Parmi ses élèves se trouvent des enfants sourds et muets, ainsi que d'autres sans handicap. Pour pouvoir enseigner à tous, il utilise à la fois le langage des signes pour les enfants sourds-muets et la parole pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Cependant, selon Bizimana, enseigner à ces deux groupes en même temps est un travail épuisant. C'est trop fatigant. Enseigner en utilisant le langage des signes, en même temps parler, c'est très difficile. La difficulté de dispenser les cours simultanément à ces deux catégories d'élèves est également confirmée par le responsable des cours dans cet établissement, Zabulan Murunziza. Il affirme que certains enseignants ont même développé des maladies à cause de cette méthode d'enseignement, ce qui montre à quel point cela peut être éprouvant. Enseigner les enfants sourds, c'est un travail très difficile et ça demande beaucoup d'énergie parce que nous utilisons des signes. En matière, nous les traduisons à langue des signes, donc ça fatigue trop. Parmi nous, il y a beaucoup qui souffrent des nerfs au niveau des jambes. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Faute de personnel suffisant, Révérien Bizimana assure de nombreux cours à lui seul dans cette école. Il indique que cela le pousse parfois à se retrouver à enseigner des matières qui ne relèvent pas de sa spécialité. Avant que nous arrivions ici, on enseignait seulement les sourds-muets. Il vaut mieux augmenter le nombre d'enseignants pour qu'un enseignant s'occupe avec un cours. Pour cette année scolaire, l'école Efata prévoit d'accueillir 175 élèves sourds et muets en internat contre 169 l'année précédente. De son côté, le gouvernement dit qu'il s'est engagé à faire le tout possible pour trouver solution aux problèmes qui se remarquent encore dans le domaine de l'éducation. À marge donc des cérémonies de lancement officiel de cette rentrée scolaire qui ont eu lieu au lycée Busiga de la province de Butanyerera, le ministre de l'Éducation François Habyarimana a promis la formation continue des enseignants, la recherche et la distribution des bancs pupitres afin que les élèves puissent s'asseoir convenablement, mais également la distribution des manuels scolaires. Suivant à ce propos, le ministre François Habyarimana, traduit en français par Jotan Iratuzi. Parmi les initiatives entreprises, on peut citer la multiplication des écoles à régime d'internat. C'est dans ce cadre que durant l'année scolaire écoulée, nous avons ouvert 3 nouvelles écoles de ce type. Le nombre d'élèves en internat a ainsi augmenté de 5000 élèves. Cette démarche doit se poursuivre afin que le nombre d'élèves externes diminue progressivement chaque année. Dans cette même dynamique, l'année en cours débute avec l'ouverture de 2 nouvelles écoles à régime d'internat, ajoutant 5000 élèves supplémentaires à l'effectif déjà existant dans ces établissements. Certaines provinces se sont engagées à faire en sorte qu'un élève ne soit mal assis dans les 6 prochains mois. Par ailleurs, les prévisions budgétaires de l'État prévoient l'achat de nouveaux bancs pupitres pour améliorer les conditions d'apprentissage. En ce qui concerne le personnel enseignant, nous recrutons habituellement entre 600 et 700 enseignants par an. Cette année, nous prévoyons d'en embaucher plus de 2000.
afin de répondre aux besoins enseignants. Entre-temps, des candidats au cours du recrutement des enseignants à l'école d'excellence de Makamba ont dénoncé des tricheries lors du dit test, mais aussi l'impossibilité de déposer des réclamations. De son côté, le président de la commission d'organisation de ce test a promis des enquêtes et affirmé que les portes restent toujours ouvertes aux réclamations. N'est-ce pas, c'est Jacinda Igaï? Ce recrutement des enseignants à l'école d'excellence de Makamba fait polémique. Plusieurs candidats dénoncent de graves irrégularités lors du test. Selon leurs témoignages, certains postulants ont ouvertement consulté leur téléphone pendant l'examen. D'autres auraient même utilisé des blocs-notes préparés à l'avance, alors que les candidats fidèles n'avaient que leur intelligence pour réussir. Les plaignants parlent d'un véritable sabotage rendu possible par un laxisme total dans la surveillance. Autre sujet de mécontentement. Aucune réclamation n'est possible. Les résultats ont été simplement diffusés par WhatsApp, privant les candidats tout droit de recours. Les anglophones affirment même qu'une des questions comportait une grille erronée, ce qui aurait faussé leur note. Face à cette situation, plusieurs candidats demandent que le test soit réorganisé afin de garantir l'égalité des chances et la crédibilité du recrutement. L'école est le socle de l'avenir. Si l'on commence par tricher pour y entrer, c'est toute une génération d'élèves que l'on condamne, dénonce un enseignant contacté. Les regards sont désormais tournés vers le ministère de l'Éducation appelé à rétablir la confiance dans ce processus. Contacté à ce sujet, le président de la commission d'organisation de ce test, Emmanuel Nyonsaba, dit que ce comportement de tricherie lors de sa passation serait un acte irresponsable, mais promet des enquêtes sans toutefois être concret sur la suite. Quant aux réclamations, il invite les candidats à déposer leurs plaintes, que les postes sont toujours ouvertes. Signalons que le test s'est passé le 12 septembre dernier et que 39 candidats s'étaient présentés dans plusieurs domaines dans les 5 lycées d'excellence. Depuis Burunga, Serge Sindaïgaya pour la radio Inoniculture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Les résidents de la colline Moyangue, devenu quartier dans le nouveau découpage administratif, nous sommes en commune Nangwa de la province de Bujumbura. On protestait mardi de cette semaine contre la liste définitive des élus collinaires affichés, conformément à la décision de la commission chargée des élections au niveau de la commune. Ces habitants ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de manipulation des résultats des urnes. Nolisindouiman. Telle était l'ambiance qui régnait à Moyangue à 18h environ devant le bureau du chef de colline et devenu quartier. Des résidents tout âges confondus étaient venus de 5 sous-collines composées à cette entité administrative comptée en centaines. Ces habitants de Moyangue protestaient alors contre la liste définitive des dirigeants affichés mardi par la commission électorale communale indépendante en entonnant tour à tour le nom d'un certain Paulin, un chef collinaire sortant qui, selon ses habitants, aurait gagné la majorité des suffrages pour sa succession et de dénoncer ce qu'il qualifie de manipulation des résultats. Le premier, c'est Ndaïchimie Paulin. Ndaïkeza est deuxième. Le troisième, Janine Harerimana. Le quatrième, Mourikiye Ezekiel. Le cinquième, Kibara Abdou. Ils ont plutôt placé Kibara, le cinquième donc, en tête. Comment celui qui aurait gagné 35 à 36 voix peut être déclaré vainqueur au détriment de celui ayant eu plus de 1000 voix? Toutefois, nous ont renseigné des mandataires interrogés. Le scrutin s'était déroulé dans le calme total et le procès verbal consensuel avait été rédigé le jour du vote, mais force a été de constater ce mécontentement. C'est étonné un certain Alexis Nkunzimana, mandataire ayant presté au centre de vote qui était aménagé à Moyangue. Les sources contactées nous réclament donc que la justice et le respect du verdict des urnes pourraient être bien dirigés. Si nous sommes tous des sénateurs du FDD, si la justice est promise, que la justice soit faite, que nous soyons dirigés par ceux-là que nous avons élus. Nous avons contacté pour cela le vainqueur déclaré par la Cécile Nahangwa à la personne d'Abdullah Nshimirimana sans succès et les 4 candidats du moins lésés auraient tenté de porter plainte tant à la commission électorale communale indépendante qu'à la commission électorale provinciale indépendante, mais ils n'auraient pas été reçus. Ils ont pour cela saisi la commission électorale nationale indépendante qui leur a reçu en audience ce jeudi, mais la commission leur a toujours recommandé de saisir la commission électorale provinciale indépendante, une structure donc
donc compétente pour les recours du genre. Propos confirmés par le porte-parole de la CENI, François Bizimana, est contacté par la rédaction. Le président de la CEPI, Bujumbura Juvenal Habimana, n'a pas décroché son téléphone. La liste définitive des élus collinaires affichés à Muyange ne comporte que seulement 5 sur 9 candidats qui avaient battu campagne. Au moins 5 personnes auraient déjà été tuées dans les mêmes circonstances à compter de la période post-électorale après les élections générales de 2020. Le bureau du Premier ministre burundais a, au cours de cette semaine, mis en garde des cadres de l'État qui utilisent les véhicules de service à des fins personnelles, surtout le transport rémunéré. Dans une correspondance du 17 septembre 2025 signée par le directeur du cabinet du Premier ministre, il a été recommandé aux différents cadres de l'État à bien gérer le charroi de l'État. Encore une fois, les détails avec Odilon Régiman. Selon la correspondance signée par le directeur du cabinet du Premier ministre Jean-Claude Barutwanayo, il déplore l'utilisation des véhicules de l'État à des fins personnels, notamment le transport rémunéré de personnes, d'autres à l'instar des camions dans le transport du charbon à l'intérieur du pays vers Bujumbura, sans oublier des cadres qui conduisent même les véhicules de service alors qu'ils disposent des chauffeurs affectés à ces derniers jours. Des navettes sont effectuées aussi par ces véhicules durant les heures de service sans souci ni de la consommation excessive de carburant ni de l'amortissement de ces derniers selon cette correspondance. Il est recommandé aussi de gérer le charroi de l'État en beau-père de famille, donner des instructions en rapport avec la gestion des véhicules de l'État pendant les heures de service, les garer dans un endroit bien connu durant les heures de service et de repos et se munir d'un ordre de mission ou d'une note précise à l'objet du déplacement, l'itinéraire emprunté pour tout véhicule de l'État en circulation pendant les heures de service. Comme ça s'écrit dans cette correspondance, les sanctions sévères soient prises au contrevenant. Le directeur du cabinet du Premier ministre Jean-Claude Barutwanayo interpelle les ministres en charge de la sécurité et celui de la défense via les unités spécialisées de la police de sécurité routière en collaboration avec l'unité contre la délinquance policière à veiller à ce que les véhicules de l'État, inclus ceux de la police nationale qui passeront ces mesures contenues, soient mis sur la chaîne et le propriétaire et où le chauffeur soit sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Activer ces unités de la police et de l'armée afin d'éradiquer ce phénomène d'usage abusif des véhicules de l'État. Vers la fin de cette correspondance, il est noté que le système de travail en gang unique peut diminuer les va-et-vient des véhicules de l'État, faciliter leur contrôle, éviter les usures prématurées et récupérer le carburant utilisé pour des fins privées et personnelles. Réagissant à cette correspondance, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques a estimé que la mise en application de la loi ou encore des sanctions pour ceux qui vont outre la loi devrait commencer par les hauts cadres de l'État pour ensuite servir pour les simples cadres. Gabriel Ruffieri, président de l'OLICOM, estime également que les citoyens devraient être impliqués dans la protection de la chose publique, mais aussi que des inspections suivent pour vérifier que les véhicules de l'État sont toujours utilisés conformément aux missions leur confiées. Le charroi de l'État s'inscrit dans le patrimoine du pays, d'où le charroi de l'État doit être utilisé exclusivement pour la mission dont il a été confié. C'est la raison pour laquelle, aux yeux de l'OLICOM, utiliser les véhicules de l'État sans respecter les principes de la bonne gestion d'un bien de l'État relève de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance. Dans la correspondance, la mission de suivi et de contrôle a été confiée à la police de roulage et des services de défense. Pour nous, on arrive loin en disant que cette mission doit plutôt être appliquée par tous les citoyens. Il n'est pas autorisé à utiliser un véhicule de l'État pour faire sa propre mission. C'est pas possible. Il y a aussi un autre phénomène que nous voyons. Il y a des véhicules que nous voyons qui se trouvent dans les cabarets, dans les restaurants, les aires avancées. Auparavant, ça n'était pas comme ça. Ça doit changer. Il faut que les véhicules de l'État ne se trouvent pas partout. Nous voyons des véhicules de l'État qui sont à l'abri de contrôle. Quand il y a un policier dans son véhicule, quand il y a des véhicules ce qu'on appelle VIP, ils ne sont pas contrôlés. Non, en principe, le contrôle doit être exercé par l'autorité habilitée sur tous les véhicules. Parce que c'est ça la loi. La loi ne doit pas distinguer, c'est le petit qui doit être contrôlé et le grand ne doit pas être contrôlé. Donc, ça doit être comme ça. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. Pour nous, un bien public, que ce soit le charroi de l'État ou autre, doit être respecté. Rétro Hebdo.
Rétro Hebdo. Plus de 1000 cas de choléra ont été signalés depuis le début de l'année en cours par le ministère de la Santé publique vendredi de cette semaine. Depuis le 1er janvier jusqu'au 18 septembre de l'année en cours à travers tout le pays, le ministère a déploré 6 cas de décès. Parmi ces cas révélés, le choléra est alors déclaré comme épidémie depuis 2023 au Burundi. Les communes Chibitoke et Nahangwa de la province Bujumbura venant en tête pour les localités beaucoup plus touchées. Le centre des opérations d'urgence de la santé publique a adopté ce vendredi de nouveaux plans pour le choléra à l'instar de la maladie à fièvre Ebola. Suivez à ce propos Dr Liliane Ngengurutse, les médecins directeurs du COUSP. La majorité de tous ces cas-là sont de la commune de Chibitoke et de la commune de Nahangwa. Parmi les sondés cas actifs qui étaient dans nos centres de traitement hier, 65 ils étaient dans le centre de traitement de Rugombo et 37 étaient dans le centre de traitement de l'hôpital Prince-Régent Charles. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes dans l'épidémie. Les grands défis, c'est le manque d'eau et l'insuffisance d'hygiène et assainissement. On ne peut pas faire face à l'épidémie de choléra sans pouvoir conjuguer ensemble les efforts de tous les secteurs concernés. Actuellement, c'est plus ou moins facile parce qu'avec le découpage administratif actuel, la commune a plusieurs départements, tous les secteurs dans la commune. Ce sera une chose facile de travailler ensemble en synergie pour pouvoir inverser la tendance de l'épidémie de choléra, notamment des stratégies sur la disponibilisation de l'eau potable, notamment la mise en place des points d'eau, les forages, l'approvisionnement de l'eau par les bladelles, en attendant qu'il y ait moyen d'approvisionnement en eau potable de façon durable. On a aussi mis l'accent sur la sensibilisation, l'implication effective de l'administration locale, parce que partout on a vu que les solutions doivent se trouver au sein même de la commune, qu'ils fassent des réunions régulières jusqu'à ce qu'on puisse finir avec ces épidémies. Le ministère se dit toutefois conscient des problèmes d'accès à l'eau potable, une condition sine qua non pour l'application des règles d'hygiène à travers le pays. Dr Liliane Ngengurutse a avoué que des ménages puisent de l'eau des rivières, mais a appelé à la population à n'utiliser que de l'eau propre et surtout à bouillir l'eau des rivières. Elle a invité tout de même la population à consulter précocement les structures sanitaires pour chaque patient présentant les symptômes du choléra. Les résidents des zones Ramba et Rudziba de la commune Mugire de la province Bujumbura regrettent toujours du retard de paiement d'indemnités sur les pylônes qui sont déjà installés dans leur parcelle en paiement qui devrait être effectué par la Régie des eaux. Ces résidents signifient qu'ils ont enregistré d'énormes pertes puisqu'ils n'ont aucun droit de réaliser leur projet au moment où ce projet dure depuis 5 ans. Cette population demande à la Régie des eaux d'accélérer le processus de distribution de ces indemnités dans le plus bref délai. Olivier Cuisera s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. De notre passage dans différents quartiers de la commune Mugel, le constat est que certains propriétaires de parcelles où la Régie des eaux a déjà installé des pylônes présentent un sentiment de colère suite au retard de paiement de leur indemnité. Ces propriétaires indiquent d'ailleurs que l'exécution n'a pas respecté les conventions, car selon toujours cette population, la Régie des eaux leur avait promis de démarrer ses activités après avoir reçu leurs frais d'indemnisation. Ces résidents de la commune Mugere soulignent qu'ils ont déjà enregistré d'une perte car toutes ces activités génératrices de revenus en faveur des propriétaires de terrain sont jusqu'à présent interdites. À côté de ces activités, ces résidents font savoir que les maladies psychologiques comme la dépression pourraient s'observer d'un moment à l'autre. Ces propriétaires de parcelles avec qui nous sommes entretenus demandent à la Régie des eaux de donner leurs indemnités pour l'intérêt de la nation. À ce sujet, nous avons demandé au directeur général de la Régie des eaux pour donner plus de lumière sur le retard de paiement de ces frais d'indemnisation. Il a signifié que ce processus nécessite d'une analyse approfondie. Il a aussi ajouté que les listes des bénéficiaires des frais d'indemnisation devraient être signées par les administratifs. Jean-Albert Manigomba tranquillise cette population qu'elle sera servie. Le processus du projet d'installation des pylônes électriques d'origine du centre hydroélectrique de Luzibazier a été lancé depuis 2021. Ces pylônes qui sont installés dans les quartiers de la commune Mugel en province de Bujumbura connaissent actuellement des fils électriques. Et à Butanyerera, ce sont les conducteurs de véhicules et de motos qui se plaignent d'utiliser depuis plus d'une année des permis de conduire non biométriques
Ils affirment que cela pose des problèmes à ceux qui souhaitent traverser les frontières du pays ou postuler à des emplois dans certaines organisations. Au cours de cette semaine, ils ont demandé à cet effet aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre afin que ces documents soient de nouveau délivrés pour qu'ils puissent exercer leur métier en toute liberté. Jean Ahiman. Quelques conducteurs de véhicules et de motos trouvés ce samedi au parking du marché urbain de Kayanza indiquent que lorsque leur permis de conduire arrive à expiration et qu'ils se rendent dans les services compétents pour les faire valider, il leur est uniquement délivré un reçu après paiement des frais au lieu de leur remettre des permis biométriques. Ce sont alors des reçus qui sont utilisés dans l'exercice de leur métier au quotidien, précisent ces conducteurs. Ils poursuivent en indiquant que cette situation dure depuis un bon moment, certains affirmant même avoir introduit leur demande depuis la fin de l'année dernière, mais disent attendre toujours sans qu'aucune explication claire de la part des services concernés ne leur soit fournie, ce qui selon eux pose problème, surtout pour ceux qui souhaitent traverser les frontières vers les pays de la région, car ces reçus ne sont pas connus comme permis de conduire valides. De même, ceux qui cherchent un emploi dans certaines organisations opérant sur le sol burundais voient leur dossier rejeté, les reçus ne remplaçant pas les permis biométriques. Signalons également que des lamentations se font également entendre chez ceux qui souhaitent avoir le document de voyage temporaire appelé laissez-passer. Ils disent qu'ils attendent depuis plus d'1 an, ce qui les oblige à utiliser le passeport, document qu'ils trouvent très coûteux. En définitive, que ce soit les chauffeurs ou les voyageurs, tous appellent les autorités compétentes à trouver une solution durable à ces problèmes. Depuis la commune 15 en province Boutanyerera, Jean Ahiman pour la radio Indund Culture. Le Stade Nouari a vendredi de cette semaine accueilli son tout premier match international après sa réhabilitation. L'équipe féminine Namba Murugamba de moins de 20 ans a accueilli l'équipe de la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous saurez qu'au cours de ce match, l'équipe de la Zambie a battu l'équipe du Burundi 2-1. Et voilà, c'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. Mais cela va être suivi. Gardez l'écoute. Ejid Nahayo. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.